Engel. Think of You, le podcast de musique à l'image présenté par Antoine Leguerne et Raphaël Fruchard. Bonjour, je suis Raphaël Fruchard et avec Antoine Leguerne dans Think of You, nous parlons musique à l'image avec des compositeurs, des réalisateurs et des superviseurs musicaux. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Brevelli. Bonjour Fabrice. Salut. Salut Fabrice. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es vice-président de l'agence BETC, fondateur de General Pop, la structure de production musicale et audiovisuelle au sein de BETC, fondateur du groupe KCPK avec Christophe Corré. Tu es un passionné de musique, de publicité, de cinéma, d'art en général et surtout, tu es obsédé par l'idée de faire bouger les choses, faire avancer les lignes et connecter les gens qui créent, qui fabriquent. Donc pour nous, tu es l'invité parfait de Think of You. Merci beaucoup. Écoute, j'aurais dû te demander d'écrire ma bio parce qu'à chaque fois, je ne sais pas quoi dire. Donc. Ouais, bah alors tu la feras corriger après si je te l'écris. Hein. C'est un conseil que je te donne. Okay. Je vais résumer très très rapidement ce que tu as fait parce que c'est extrêmement compliqué en ce qui te concerne, parce que tu as fait énormément de choses. Donc ton travail et cette envie de bouger les lignes t'a amené à faire des rencontres et surtout à faire rencontrer des gens extraordinaires, comme par exemple Air France avec les Chemical Brothers et Michel Gondry, Evian avec Queen, Brian May et les Bébés Chanteurs, Hollywood Chewing Gum avec Tim Burton, Un nain de jardin, ou encore Louis Vuitton avec David Bowie et Romain Gavras. Tu as également travaillé sur des publicités légendaires, notamment l'ours de Canal+, qui est à ce jour la publicité la plus primée au monde, il me semble encore. En fait, c'était la 4e, mais j'ai pas beaucoup travaillé dessus, tu vois. Enfin, c'est pas le truc dont je suis... Que tu revendiques le plus, c'est pas le truc où t'as plus amené ta patte. Que je revendique le plus, je sais pas... Et il y en a d'autres qui ont plus travaillé que moi dessus, tu vois, donc je pense qu'ils mériteraient plus d'être cités. Enfin, bon, on peut les citer, hein, c'est notamment les directeurs de création, qui étaient Eric Astorg et Jean-Christophe Royer, notamment. Voilà, il y avait David Green en TV Prod dessus, Stéphane Xiberas, tu vois. Absolument. Tu vois. Donc c'est pas celui où t'as amené le plus ta patte. Par contre, celui que j'ai juste après, en l'occurrence les Bébés Rollers avec Sugar Hill Gang, là il me semble que tu as fait un petit peu plus de travail dessus. J'ai fait un peu plus de travail sur celui-là. Je peux plus se revendiquer. Voilà. Et celui-là est actuellement, il me semble, la publicité la plus vue au monde. Ouais, on a été au Guinness Book de la publicité à l'époque, la plus vue au monde, parce qu'en fait, il y a eu tellement de déclinaisons que ça se comptait en plusieurs centaines de millions de vues. Quand même, ouais. C'est-à-dire ce qui était incroyable pour l'époque, sans avoir dépensé un euro en médias. Et quand on a reçu le Guinness Book, je crois qu'on était à 48 millions de vues sur la version officielle. Mais il y a eu après plein de versions parallèles, parce que les gens les reprenaient, et dans plein de pays, ils adaptaient des fois la création, ils changeaient 2-3 trucs, et du coup, ça faisait 40 millions là, 20 millions là. C'était assez dingue. C'était la façon organique dont ce truc-là a pris à l'époque, ouais. C'était en quelle année, ça ? Oula, j'aurais dû réviser, tu aurais dû me demander. Ça commence à dater. Je sais, c'était pas 2009 ou un truc que je me souviens plus, mais ça commence à dater. Non, je pense que ça doit être 2012, je dirais. 2012. Tu voulais m'appeler pour faire ta bio, bon, encore une fois, je te déconseille. Mais tu vois, la complexité pour nous d'avoir préparé cette émission, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses que tu as fait, énormément de choses auxquelles tu as participé, collaboré. Donc, ce qui nous intéresse dans Think of You, et c'est là-dessus qu'on va attaquer, c'est d'où tu viens, comment ça s'est passé, etc. Donc, je crois qu'Antoine... On peut repartir un petit peu du début. Donc effectivement, tu grandis à Reims, tu découvres le rock anglais et particulièrement la scène punk. Et donc il paraît que c'est lors d'un concert des Clash à 13 ans que tu te prends une première gifle, première claque musicale. Est-ce que tu confirmes cette info ? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et comment ça influence déjà la jeune vie du petit Brevelli ? Il y a un truc dont aussi, c'est-à-dire que on s'est rendu compte, suite à un accident médical, quand j'étais tout bébé, en fait, je suis à moitié sourd. Ce qui est un peu un paradoxe. Et du coup, en fait, ça crée toujours un comportement. Je me mettais au fond de la classe et j'entendais la moitié des choses qu'on me racontait. Et du coup, je pense que j'avais besoin d'avoir des groupes ou des choses qui jouent très fort pour comprendre. Mais on s'en est rendu compte assez tard, je crois, au moment du service militaire. Donc du coup, on disait toujours que j'étais un mec bizarre. À l'école, je me mettais au fond, donc j'entendais pas ce que racontaient les profs, donc j'étais nul à l'école. Et j'ai le frère d'un copain qui m'emmène. Le concert n'était même pas à Reims, c'était à la banlieue de Reims. C'était à Tinqueux, dans une salle des fêtes. C'était là où je commençais à m'ouvrir à la musique. Et puis il y a un truc incroyable, c'est le punk. Moi, honnêtement, j'avais un peu peur. Et ces gens-là, il y avait... ça fait partie de peut-être mon 2e ou 3e concert. Ces années collège, avec le fait d'être un peu différent, tu vois, ça te donnait une certaine aura, enfin, dans le collège où j'étais. Alors du coup, j'y étais allé.
Je comprends même pas que ma mère m'ait laissé sortir à cette époque. Oui, c'est ça, on est en 73, c'est ça, t'as 13 piges, c'est effectivement... Et je me dis... et en fait, je vois un truc d'une violence inouïe, mais c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que les gens, ils jetaient des canettes en verre, ça doit jouer à 130 dB, la seule oreille qui me reste, elle doit saigner, et j'ai un acouphène pendant 3 jours, et je trouve ça génial. Parce que bon, quand on est ado, on est idiot, donc... et les gens se battaient, surtout j'avais très très peur. Je pense que je devais être le plus jeune, parce que le frère de mon pote, il devait avoir 17 ans, tu vois. Et lui, c'est lui un peu qui m'a ouvert un peu à la musique. Et je me dis, putain, il se passe un truc un peu hors norme. Et j'essayais de comprendre ce que ça voulait dire le punk, le truc, parce que je crois que c'était avant ou après leur concert, et après ils allaient jouer au Bataclan. Et il faut s'imaginer que, je crois que c'est en 77, quand ils viennent, parce que j'ai le billet de concert, 77, ils ont sorti que le premier album, et l'album est hyper violent. Enfin, c'est là où il y a White Riot, c'est tout ça. Enfin, c'est une vraie... après, ils sont modernisés. Il y a eu des choses qui ont été en 79 avec London Calling, mais en 77, ça en voilà plus que le boulet, quoi. Ils sont pas encore rentrés sur les radios, donc le son, il est cru là. Ouais. C'est pas Radio Clash, ou c'est pas Magnificent Seven, c'est vraiment... et je pense que, dans mes souvenirs, j'ai pas le souvenir que ça jouait très très bien. J'ai le souvenir que ça jouait très très fort. Qui c'est qui te fait découvrir? Tu disais, c'est le pote de mon frère qui me fait découvrir ça, qui m'emmène là-bas. Le pote le frère d'un de mes potes. D'accord, le frère d'un de tes potes. Donc c'est lui qui te fait découvrir cette musique. Avant d'aller à ce concert, tu connais un peu quand même ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah ouais, donc tu te prends... Ah ouais. Pas du tout. En fait, j'avais, comme dans une ville de province, j'avais juste un aperçu de ce que pouvait être le punk. Donc c'était pas grand-chose, quoi. Il est costaud, le mec qui t'emmène là-bas quand même. Hein, ouais, mais après, on est allé voir plein de concerts. On a vu Kraftwerk. Et en fait, j'avais comme ça une espèce d'appétit de découverte de tout ce qui pouvait passer, parce que Reims, c'est une ville relativement ennuyeuse, où il se passait pas grand-chose, donc dès qu'il y avait un événement un petit peu musical, j'allais le voir, et j'allais voir quasiment tout ce qui se passait, et on avait des plans pour gruger, donc voilà, quoi. Cet appétit, il te vient d'une famille qui était ouverte à la culture, ou comment... pourquoi tu as cet appétit de tout écouter, tout découvrir? Non, mais alors, sans la jouer Cosette, à partir de 8 ans, ma mère nous a élevés toutes seules, ma sœur et moi, on habitait dans un HLM, et que je sais pas d'où ça vient, en fait. Vraiment, je sais pas d'où vient cette envie, malgré moi, d'aller toujours vers l'inconnu, le truc qui va me bousculer, qui va rompre mes habitudes. Et honnêtement, je sais pas d'où ça vient. Je suis toujours en train d'essayer de remettre en cause. Je me fais chier assez vite. Tu vas chercher l'exceptionnel. Ouais, je dis toujours que l'exceptionnel naît de l'inattendu. Donc, c'est une phrase que je répète tout le temps, et je suis vraiment toujours à la recherche de l'inattendu. Et donc, pour l'inattendu, quand tu habites à Reims, à la fin des années 70 ou 80, il se passe pas grand-chose. Donc, le moindre groupe qui fait du bruit, mais j'ai vu Motorhead, Van Halen ou Bon Scott avec AC/DC, tu vois, j'allais tout voir. Et du coup, j'ingurgitais comme ça. Et puis, on écoutait aussi religieusement Joy Division, comme ça. Parce que faut s'imaginer aussi, quand t'es en province, les disques arrivent en vinyle. Peut-être chez le bon disquaire, il y a peut-être que 3 vinyles de Joy Division. Donc, le copain qui disait, regarde, ça vient d'Angleterre, c'est un truc incroyable. Et on l'écoutait comme ça en boucle chez lui et tout. C'était, voilà. Je sais pas d'où vient ce goût de l'aventure, en général, hein. Parce que après, j'ai eu la chance de vivre plein d'aventures musicales, et honnêtement... Mais le point de départ, tu sais pas ce qui t'a motivé à être comme ça, et ce qu'a fait, c'est la vie qui a fait ça, et puis voilà, c'est un concert, un autre, une aventure, une autre, en a amené une autre, etc., quoi. Mais... En fait, ça, une aventure en a amené une autre. Ouais, t'as entièrement raison. Et en tout cas, ça te passionne. Là, la musique, c'est la passion numéro 1. Et oui, j'essaie de retrouver cette émotion adolescente que je raconte un peu, que je rabâche à chaque fois, mais que ça soit en image ou en son ou en musique. C'est ce truc qui te fait, tu vois, qui te ramène un peu une Madeleine de Proust et qui te dit « Waouh, mais c'est incroyable, en fait ». Tu vois, on est toujours un peu... La musique a cette force-là, en fait, cette nostalgie-là, de te faire croire que t'es un éternel adolescent. Et du coup, tu le recherches, toi, constamment. Voilà. Tu penses d'ailleurs que la musique, elle a besoin de la jeunesse, elle peut vivre sans la jeunesse, créativement, cette espèce d'irrévérence et de certitude qu'on a raison quand tu fais du rock, tu penses que c'est le rock, il n'y a que ça et que le reste c'est de la merde. En tout cas, à notre époque, peut-être moins aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on vivait un peu dans des chapelles musicales comme ça. Et bon, là, tu vois, les groupes, ils explosent entre 20, 25, t'as des mecs qui arrivent après, mais quand même, t'as une espèce de truc qui est connecté comme ça et qu'on essaye de retrouver après aussi, tu vois, et... Non, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense que
tout art se nourrit de la jeunesse d'ailleurs, tu vois, au départ. La musique, c'est vrai. Parce que c'est ce qui te donne l'énergie et cette inconscience-là. Et c'est important de la garder parce que dès que tu commences un peu à réfléchir, à vouloir te créer un plan de carrière et tout, c'est plus la musique, quoi, c'est du business. Ouais. Et tu perds l'essentiel, là. Si on dit ça, cette expression mettre ses pantoufles, là, voilà. En tout cas, quand on commence à rentrer là-dedans, dans la créativité, ça peut devenir compliqué. Tu t'es fait virer de ton école ? Parce que tu disais que tu n'étais pas bon élève parce que tu n'entendais pas bien, tu allais au fond, etc. Mais il s'avère que tu te fais virer après. Pourquoi ? Parce que c'est ce côté, c'est d'avoir vu ce concert et d'avoir découvert toute cette scène musicale où tu te dis putain, il y a un vrai truc, il y a un vrai clivage qui se passe. Je pense que j'étais vraiment inadapté. Enfin, j'ai démarré à l'usine à 17 ans, là où travaillait ma mère. T'as arrêté à quel âge ? À 17, c'est ça ? Ouais, j'ai pas le souvenir d'avoir été en terminale. D'accord. Welcome. On a un point commun. J'ai pas le souvenir d'avoir été en terminale. Peut-être un ou deux cours, mais pour être... Mais rapide. Voilà. On peut interdire le podcast aux moins de 18 ans, du coup, que les jeunes n'écoutent pas ça, s'il vous plaît. Non, voilà, ce n'est pas un bon exemple. Que tes filles n'écoutent pas. Ouais. Non, donc qu'est-ce qui se passe ? Donc tu vas bosser à l'usine, et comment, c'est ça qui est assez incroyable, comment tu passes de ce moment où tu as envie, où la musique pour toi c'est vraiment quelque chose qui véhicule des expressions, c'est quelque chose où tu as envie, c'est un message que tu as envie de faire passer, les groupes que tu vas voir font passer des messages culturels, sociétaux. Comment tu passes de ce moment où tu arrêtes l'école et tu te retrouves après à la Young, qu'est-ce qui se passe en fait ? Alors, il se passe beaucoup de choses. Vache. En fait, j'étais nul à l'école et puis donc ça crée vraiment un sentiment, t'es un peu humilié, tout le monde te dit que t'es un tocard. L'éducation nationale convoque ma mère en lui disant que je suis un débile. Donc c'est assez violent. J'ai vraiment un ressentiment contre l'éducation nationale. Et il y a peut-être une voix intérieure qui me dit que je dois trouver ma voie. Donc, je démarre à l'usine chez Boehringer Ingelheim, tu vois, à Reims, où j'emballais la lysopaïne. Voilà. Et, au moins, t'avais pas d'aft. Comment ? Au moins, t'avais pas d'aft. T'avais pas d'aft, une balle de gorge, tu vois. C'est vrai. Et je sais pas, très vite, j'ai conscience que j'ai pas le choix, qu'il faut que je m'invente ma vie. Il y avait, tu vois, à l'usine, c'était un truc il y avait des 3-8, éclairage néon, hein, vraiment. Et encore, c'est pas une usine de mécanique, c'était une usine propre parce qu'on faisait des médicaments. Il y avait une pause toutes les 2 heures de 10 minutes parce que voilà. Et je trouvais ça dingue. On était tous issus de milieux pauvres, ouvriers. Et dès qu'ils avaient une pause, ils se précipitaient pour aller fumer. Et je me dis vraiment, ils sont cons, ils n'ont pas d'argent, et ils sont déjà en train de filer leur argent à Philippe Maurice. Et alors moi, je lisais comme ça Jean-Paul Sartre pour me donner argent. J'en chiais vraiment, parce que c'était, je rappelle, Le diable et le bon Dieu et tout ça. Pas les plus simples à lire. Et je m'étais dit, il faut que je m'en sorte. Donc je me dis, il faut que je lise, et il faut que je m'élève. Alors je lisais, et puis là où on habitait, dans le quartier, à Croix-Rouge, on est dans les années... du temps 78. Il y a 78. Après 80 sélections de Mitterrand. Quand j'ai 17 ans, c'est les années Mitterrand. Voilà. Et Mitterrand, il avait créé le ministère de la Jeunesse et des Sports et du Temps Libre. Et c'est là où il y a toutes les MJC qui se créent, avec des ateliers vidéo. Et je suis un peu un assidu de l'atelier vidéo. Et il faut aussi remettre dans le contexte, je crois que c'est un peu le début de l'arrivée de MTV. T'as des yeux comme ça devant les clips. Je me dis, putain, il se passe un truc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un renouvellement de la musique entre la musique à papa et la musique qui était... même les Stones paraissaient déjà un peu ringards à l'époque. Les Beatles, j'en parle même pas. Et il y avait comme ça une effervescence qui était post-punk, la new wave. Et il y avait un nouveau groupe chaque jour qui pouvait nous emballer de Adam and Viens à Spandau Ballet. Et on était là, et même d'un point de vue mode ou vestimentaire, ça nous influençait comme ce que faisait Malcolm McLaren, Vivienne Westwood. Il faut toujours s'imaginer que les choses arrivaient un petit peu tardivement, parce qu'on est une ville de province, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas Internet, ça arrive par des magazines. Ça arrive par des magazines, par des vinyles et par un copain qui a été à Londres ou machin et qui revient avec tout son fatras et qui dit salut. Excuse-moi, il y a un truc intéressant là, aussi tu dis, c'est que, parce qu'on parle de musique depuis tout à l'heure, mais là tu cites déjà tout de suite, par exemple, Vivienne Westwood, c'est-à-dire que toi déjà, t'as pas que les oreilles ouvertes, t'as aussi sur la culture en général, l'œil, et t'es sensible à autre chose que la musique. Mais tu rentres pas non plus en sacerdoce dans la musique. Quand arrive avec ses vestes de hussard, tout ça, il y avait toute une esthétique, tu vois, il y avait... Et tu y es sensible. Il y avait quelque chose qui était nouveau, parce que qui venait totalement en rupture. Et non, il y a un groupe aussi, qui m'a vachement marqué, c'est Taxi Girl.
Parce que Taxi Girl, le premier maxi, arrive en 79, si je me gourre pas, avec Mannequin, et la façon dont ils jouaient au piano, dont ils étaient lookés, habillés toujours en rouge et noir, avec des vestes, avec des mèches. Je me rappelle, j'avais piqué une veste dans un bar Daniel Echter parce que j'avais pas d'argent, et je la mettais tout le temps, et je m'étais coupé les cheveux tout seul, j'avais essayé d'avoir une mèche, c'était horrible, et tout ça, tout le monde se moquait de moi, là où j'habitais, parce que Taxi Girl aussi m'a vachement influencé. Il y avait cette élégance-là. Il y avait ce truc incroyable qui était hors norme, en fait, qui correspondait pas à la norme de l'époque. Mais ils avaient aussi une esthétique physique, tu vois. Bien sûr, et pas toi, que la musique. Toi, t'arrivais à comprendre tout ça, tu commençais à le comprendre instinctivement, sans savoir c'était réellement le truc. l'instinct, mais c'était pas, sûr. Pas raisonné en du tout. Ouais, mais c'est le propre de l'instinct. Et donc, tu vas à cette MJC ou à ce ministère du je ne sais plus quoi, de Mitterrand, du temps libre. Voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à me rappeler le ministère du temps libre. Et tu vas commencer à faire des montages, etc. Donc, au début d'MTV, putain, on est sur de la VHS, sur de la BT. C'est ça, ouais. Avec les vieux gros magnétos. Et tu faisais quoi? T'allais filmer des mecs, tu sais quoi que tu faisais? Je sais plus qui me pousse à passer un concours qui s'appelait, pour résorber le chômage des jeunes, ça s'appelait Jeunes volontaires, où tu étais payé 65% du SMIC de l'époque. Et il y a un concours, je crois que le nom c'était animateur vidéo. Ils cherchaient des gens parce qu'en fait, ils avaient créé des ateliers vidéo dans toutes les MJC, dans les crêpes, dans les écoles. Oui, il y en avait aussi pour l'éducation nationale. Mais c'était trop tard pour toi, là. Et il y avait des ateliers. Ils avaient créé, c'était vraiment l'espèce de plan atelier vidéo. Il y a un mec, je sais pas pourquoi, j'avais eu la chance aussi il y avait une épreuve écrite et je sais pas, je pense que Dieu a voulu m'aider parce que on est tombé sur une citation de Jean-Paul Sartre qui s'appelle dans Le diable et le bon Dieu, si le monde est iniquité, ce qui veut dire injustice à l'excès, si tu l'acceptes, tu es complice, si tu le changes, tu es bourreau. Donc pour moi, c'était facile. Il y avait pas, voilà. C'est drôle. Il y a un entretien d'oral et je l'avais potassé à mort, mais je crois que je racontais énormément de conneries en faisant croire que je m'y connaissais et le mec a cru en moi. Et pendant 2 ans, il m'a formé. Donc je connaissais techniquement, ça s'appelle la photoconduction, comment la lumière se transforme en électricité, qui après, comment influence les particules de métal qui sont dans les bandes magnétiques pour former un signal. Et on est sur du technique, ouais, sur du gros technique. Il m'a vraiment formé, c'était assez incroyable. Et du coup, on avait des magnétoscopes BVU, tu vois, broadcast, qui pèsent 15 kilos, et on a tourné plein de trucs, et du coup, j'avais, comme ça, il m'a formé pendant 2 ans. Mais vous montiez quoi? C'est-à-dire, tu dis, on a tourné plein de trucs. On montait, c'est-à-dire qu'il y avait... on était à l'intérieur du Crêpes de Reims, donc c'est un centre sportif pour les jeunes. Et il y avait l'équipe de France de tennis, qui devait être Benjamin et Minime, l'équipe de France d'haltérophilie, alors que moi, j'ai toujours un peu détesté le sport, jusqu'à très longtemps, tu vois. Et je me retrouvais comme ça dans un environnement de sportif qu'on allait filmer, et pour voir un petit peu où ils faisaient de la pédagogie sur les gestes, le retour, comment on allait... Voilà, il y avait ça. Puis, on faisait des reportages, on a fait reportages en montgolfière, donc il m'a valu de monter en montgolfière ou de faire des trucs. Une fois qu'on faisait ça, on formait aussi les profs ou les maîtres de l'éducation nationale, parce que à cette époque-là, ils avaient quand même beaucoup investi sur la culture aux années Mitterrand, et il y avait des ateliers théâtre, il y avait des ateliers vidéo, ils en avaient mis un peu partout dans toute la France, et on était centre de formation. Et puis un jour, il m'a dit, Fabrice, t'as l'âge du service militaire. Moi, franchement, j'avais pas trop pensé. Et puis pas trop envie, j'imagine. C'est pas une précipitation pour moi. Il me dit, bon, je connais un major là-bas au Fort d'Ivry, donc quand tu vas être convoqué, en fait, tu vas être convoqué là-bas et tu vas passer les tests et normalement, tu devrais les avoir. Je suis bon, ok, super. Enfin bon. À l'époque, en parallèle, j'avais un groupe de rock aussi. Et on a fait en 83, on a fait quelques premières parties d'Indochine. Juste au moment de la sortie du premier album, qui était Le Péril jaune. C'était juste après le maxi. Et du coup, on a fait quelques dates. Je faisais ça en parallèle. Et, toi, t'es guitariste, hein? Ouais. Donc, on a joué. Il y a encore des fois des mecs qui postent des photos horribles sur Facebook. Mais et donc, ton service militaire, du coup? Alors, du coup, le service militaire, je suis pris.
Et, pas de bol. Bravo. Pas de bol, bravo. Et du coup, il y a une période un peu obligatoire pour tout le monde qui s'appelle les classes. Donc ça, c'est un peu la souffrance. J'étais au 38e RT. C'était quoi? C'était 2 mois les classes? Ouais, 2 mois, avec camping en forêt de Fontainebleau sous la neige et tout ça, quoi. Faire des trous par terre, voilà, pour faire caca et tout ça, quoi. Ouais, super. Mais du coup, tu as fait les 7 ou 8 mois, je ne sais plus combien c'était. C'était 12 mois. C'était 12 mois, tu fais quoi les 10 autres mois? Du coup, je fais à l'armée... je me rends compte très vite qu'en fait, j'avais intégré une école d'application où en fait, ils avaient plein de matos vidéo, mais personne ne savait s'en servir parce qu'en fait, c'est le problème de l'armée, c'est-à-dire qu'ils font des affectations et tu avais des mecs qui étaient légionnaires, qui revenaient de Djibouti, et qui se retrouvaient là, tu vois, mais qui savaient manier des FAMAS ou faire plein de choses, mais qui ne savaient pas tenir une caméra. Et du coup, j'étais pratiquement peut-être le seul qui savait bien s'en servir dans cette école militaire. Et du coup, j'ai fait plein de films là-bas, ce qui m'a valu d'être gradé, d'être décoré. Et j'ai fait un truc qui s'appelle RITA, donc ça veut dire Réseau Intégré de Transmission Automatique, qui était un service de transmission qui était indéchiffrable. Et c'était un espèce de film institutionnel, et ce film institutionnel avait aidé à la vente de ce système qui était en lien avec Thales à l'Arabie Saoudite et aux États-Unis. D'accord. Et donc je pense que ça a dû représenter une certaine somme d'argent, donc du coup je pense que l'armée m'aimait bien. Il t'aimait bien. Il voulait absolument que je reste 6 mois de plus parce qu'il y avait un autre projet qui était plus où ils avaient besoin de toi, parce que tu étais le seul à savoir bosser, quoi. Alors du coup, j'ai négocié à rester 6 mois de plus, m'être plus payé, gradé, j'ai passé, voilà. Et finalement, je garde un très très bon souvenir. C'est là où, pardonne-moi le jeu de mots, mais c'est là où tu as fait tes armes, en fait, finalement, vraiment. J'avais à disposition pour faire des mises en scène de soldats, de trucs, et je disais, il faudrait que le mirage, il passe comme ça, et puis l'hélicoptère comme ça. T'as fait ça? T'as fait? Bien sûr. Ah, comme ça, il y avait des manœuvres avec les Allemands en forêt noire qui s'appelaient Moineau Hardy. Et où il y avait comme ça une espèce de manœuvre en terrain, mais du coup, je faisais une espèce de film, tu vois, un peu. Et c'est marrant parce que tu n'as pas été dégoûté par l'esprit militaire, en tout cas par l'environnement militaire, qui doit être d'une certaine rigueur. Il y a un truc, on en a une vision très caricaturale de gens. En fait, il y a des gens à l'intérieur qui sont extraordinaires, qui ont une culture, moi j'ai rencontré, qui étaient des hauts gradés, qui étaient incroyables, même aussi des sous-officiers qui avaient fait Djibouti, qui avaient fait le Tchad, qui avaient fait... C'est-à-dire que moi, je garde un excellent souvenir, c'était qu'il y avait une certaine abnégation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on oublie encore aujourd'hui, et je trouve ça dommage, c'est-à-dire de cette vision caricaturale qui est entretenue par une certaine population qui ne l'ont jamais vécu de l'intérieur. Mais on ne connaît pas, c'est vrai. Je ne suis pas en train de faire du prosélytisme sur l'armée. Je dis juste qu'il y a des gens extraordinaires. Et j'ai eu la chance, moi, d'en côtoyer, qui sont devenus généraux et tout ça. Je me dis, c'est-à-dire, il y a cette abnégation, cet amour de la patrie, cet amour de la défense. L'amour du travail bien fait aussi. Oui. Ça serait pas ça ta force, c'est-à-dire arriver dans tous les endroits où tu es, à aller vers l'excellence et comprendre ce qui est le plus important dans chacun des endroits où tu es, et réussir à faire en sorte de faire avec ce qu'il y a, c'est-à-dire ne pas voir le verre à moitié plein, le voir à moitié vide, et dire, putain, là, il y a des choses intéressantes à faire, on peut construire des choses avec eux. C'est ça que j'entends dans le discours que tu dis. C'est là où tu as entièrement raison, c'est que je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. C'est-à-dire que je me dis, en fait, j'ai vécu plein de trucs assez étonnants qui pouvaient être peut-être galères, que j'ai transformés plutôt de façon positive. Là, à l'armée, je rencontre comme j'allais de caserne en caserne, je vois un mec qui joue de la guitare, donc je lui demande d'emprunter sa guitare, je croyais que je jouais très très bien, il reprend la guitare, il joue nettement mieux que moi, et il me dit, je fais un groupe à côté de Clermont-Ferrand, si tu veux venir ce week-end, on répète. Donc de toute façon, comme j'avais pas d'endroit où aller en permission pour des raisons personnelles, donc du coup je me dis, je vais aller chez lui le week-end. Du coup on a commencé à répéter, et à la fin de mon armée, je suis allé faire un groupe de rock en Auvergne. Voilà, et du coup, là, on a fait quelques concerts. Et là, on doit être en 88. Voilà. Donc, t'as 28 piges. Non, n'importe quoi, t'es de 64. Ouais. Donc, t'as 24. T'as 24 ans. Ouais. 24 ans. Et là, c'est le début de la scène alternative, donc de la Mano, de Boucherie, des Los Carios, c'est la fin des Hot Pants, tu vois. Il y a, je me rappelle, c'est un festival à Montluçon, et je crois que c'est l'un des tout premiers concerts de la Mano des Gras, et je prends une claque énorme. Énorme. Je me dis, mais comment les mecs qui mélangent le rap, la chanson espagnole, les cuivres. Alors que pour moi, les cuivres, ça me paraissait ringard et tout ça. Je me dis, waouh.
J'ai toujours été un mec un peu énervé. À un moment, je me suis calmé avec l'âge un peu. Et le groupe, avec Clermont-Ferrand, on avait tellement marre, je les obligeais à se couper les cheveux, à porter des costards qu'on achetait. Ça, c'est pas être énervé. Hein. C'est imposé, c'est pas pareil. Voilà. Et que je leur ai dit, il y avait les grèves des caoutchoutiers de Michelin. Là, on avait fait un concert un peu très chaotique. Et nous, on était en costard et eux, ils étaient en bleu. Enfin, tu vois, c'était... Et voilà. Et je leur avais fait aussi... Je leur avais dit, la fête de la musique, c'est le 21 juin. Donc, c'est le 21 juin à minuit. Donc, on avait fait un concert devant la cathédrale. Il y avait des centres de flics et tout ça. Voilà, je essayais de trouver des idées, quoi. Et ils m'ont dit, tu utilisais la musique pour être là, pour exister, pour passer les messages que tu as envie de passer, quoi. Et du coup, ils m'ont dit, faut que tu dégages. Alors, j'ai dégagé. Et du coup, j'avais plus l'endroit où aller. Je me rappelle, j'avais un sac de sport Adidas orange avec ma guitare sous le bras. Et puis, j'arrive à Paris. Ils me virent, je crois, au mois de novembre. Et il y avait un groupe qu'on avait rencontré en festival qui s'appelait Les Joueurs, qui était signé chez Bondage. Mais c'est des mois de novembre où il fait très froid, où il gèle. Hein. C'est pas des mois de novembre avec le réchauffement climatique. Ouais. Et ils jouaient à la loco. Et je crois que j'avais 20 francs en poche. Et je me dis, si ce soir je ne dors pas chez quelqu'un ou chez quelqu'une, demain je suis clochard. Et du coup, si tu passes le lendemain, à dormir chez quelqu'une, qui m'a hébergé quelques temps et qui m'a permis de survivre à Paris, parce que je connaissais personne. Et là, je fais plein de métiers. Mais quand j'ai eu le rapport avec le cinéma, par exemple, j'étais stagiaire déco sur 3615 Père Noël. C'est une de tes passions aussi, le cinéma. Hein. On parlait de tes influences musicales tout à l'heure, etc. Le cinéma, c'est quelque chose aussi... Parce que quand tu commences à réaliser, il faut que tu aies une nourriture, il faut qu'il y ait quelque chose que tu aies vu pas mal quand même, non ? Ouais, je suis pas... J'adorais Truffaut, donc je lisais tous les livres de Truffaut, tout ce que sa correspondance, tout ça. T'as consommé plus de musique que de cinéma, jeune, en tout cas. Ouais, parce que... Ouais. Toi, Truffaut, j'étais vraiment passionné. Le début de la nouvelle vague et tout ça, je trouvais ça... toujours tout ce qui allait en rupture avec... C'est ça, toujours en rupture. Alors donc, tu as la chance d'être hébergé par une chacune, ou une quelqu'une, comme tu disais, qui te permet donc de rester à Paris, d'être là et de pas crever de froid dans la rue, sinon ça aurait été un peu compliqué. C'est à ce moment-là où tu vas réaliser des clips pour La Souris Déglinguée ou Arm Joe ou des choses comme ça ? Alors, ça va correspondre à peu près, non ? Non, c'est plus complexe que ça. Alors, rien n'est simple. D'un côté, il y avait la Mano Negra qui jouait de ça, et il y avait vraiment l'émergence de la scène alternative. Et il y avait chez New Rose, toi, les premiers albums de Varunjo. C'était ce disquaire, tu vois, qui était Rive Gauche, qui signait qui était un gros disquaire indépendant et un label, qui a malheureusement disparu. Il importait des groupes australiens comme The Saints, tout ça, je me souviens, c'était vraiment incroyable. Et par intermédiaire d'un copain, il nous dit, il y a un banc de montage avec l'une des premières régies numériques, une Iscalibre 3 machines, chez Young et Rubicam. Via ma sœur, on a un plan pour aller visiter. Ok, donc on va visiter, ça veut dire visiter. On va visiter, on regarde. Il n'avait pas les clés du camion, donc ça va. On va visiter, on regarde. Je ne sais pas comment... je me rends compte vite qu'on peut... c'est-à-dire qu'en partant à 18h30, je m'aperçois qu'il n'y a plus personne à l'accueil. Je crois qu'on est on doit être en 89, là, à ce moment-là, je crois. Je pense, 89. 90, mais parce que je galère un certain temps quand même à Paris, donc les dates exactes. Mais oui, bon. C'est pas... Et donc, je me dis, mais il y a peut-être moyen de faire un truc. On arrive à avoir une certaine avance pour faire un documentaire sur Varunjo, qui était le premier groupe punk français signé chez New Rose, qui avait une écriture très chiadée, tu vois, et qui existe encore plus ou moins, qui était vraiment une espèce de référence française dans le punk, tu vois, qui disait, par exemple, que la République est en danger quand les gens se mettent à voter. Et qui avait vraiment un point de vue sur l'actualité en permanence. Qui avait un peu d'avance. Qui avait un peu d'avance. Et on organise un concert à Reims, je les suis un peu partout, et une fois que j'avais toutes ces bandes, il fallait que je puisse les monter. Donc, toujours dans ce sac Adidas orange, je mettais les cassettes comme ça. C'est comme si j'arrivais ici à l'accueil et que tout le monde se barre, en attendant l'équipe de nuit, et j'allais m'enfermer dans les toilettes avec un bouquin,
attendre que tout le monde s'en aille. Ah, c'est que t'attends que tout le monde se barre et tu sors des chiottes comme dans les films, quoi. Et j'utilisais le matos. Mais officieusement, totalement officieusement. Ah, totalement officieusement. Ah ouais, donc c'était vraiment ça. T'allais te planquer aux chiottes. Et donc, je m'endormais sur les canapés vers 4 heures du matin parce que de fatigue. Et j'étais réveillé par les femmes de ménage et je repartais. Je sais pas combien de fois j'ai dû faire ça, peut-être 7, 8 fois, honnêtement, à peu près, quoi. Et jusqu'au jour, le concierge, j'imagine, en blouse bleue avec son berger allemand, tu vois, qui arrive, qui me voit, qui m'enferme et qui appelle la police. Ah oui, il te dit pas, vas-y, tranquille, non, non. Voilà, il marque le coup, quoi. Voilà. Et donc, je cache mes cassettes dans les faux plafonds. Parce que... Escobar, quoi. Le Escobar du montage. Non, mais il faut s'imaginer encore qu'à cette époque-là, la vidéo, c'est un peu comme la musique analogique. Il y avait des patchs, il y avait des trucs. Donc, aujourd'hui, il y a un ou deux écrans, mais à l'époque, il y avait plein d'écrans. Enfin, tu vois, t'avais plein d'écrans, plein de magnétos pour faire les montages. Tu faisais des points d'entrée, points de sortie. T'avais le mélangeur, ouais, c'était un bazar. Quand la police vient m'arrêter, je fais une espèce de mise en scène un peu avec... qui ressemble un peu à de l'art vidéo de seconde zone, avec des arsènes, avec des arsènes vidéo et tout ça, et puis très de couleurs. Et du coup, donc, je vais au poste, et puis au poste, ils avaient du mal à qualifier mon infraction. Ils disaient, vous êtes rentré par effraction. Je disais, non, je suis rentré par la porte. Qu'est-ce que vous avez volé? Je dis, j'ai rien volé. Je dis, vrai, il me manque même pas un stylo, ni une feuille. Il dit, vous faites quoi? Vous utilisez les magnétoscopes? Vous n'avez pas le droit d'utiliser les magnétoscopes. Ils m'ont enfermé, monsieur, j'y peux rien, monsieur l'agent. Ouais, non. Et du coup, le lendemain, il confisque ma carte d'identité. Il me donne un papier pour que je me fasse arrêter. Il me dit, il faudra venir le chercher dans 8 jours. Ma seule préoccupation, ça a été d'aller rechercher mes cassettes. Donc, au petit matin, j'ai demandé à parler au responsable vidéo. Il voulait absolument voir ce que je faisais. Il a trouvé ça cool. Il m'a dit, mais attends, si tu veux, on va continuer de faire ça ensemble. C'est génial. C'est une belle histoire, hein, ça. C'est pour ça que je dis souvent que Dieu m'a aidé par moment, de façon... Ouais, tu t'es donné les moyens, quand même, en l'occurrence. Là, tu t'es fait enfermer dans les trucs. Enfin, il y a un moment, c'est faux. Ouais. Tu vois, tu l'as cherché. Après, tu as eu peut-être la chance, etc. Mais la chance, elle n'arrive pas toute seule. Donc, on fait ça presque 1 an et demi. C'est là où on tourne La souris déglinguée. On tourne plein de trucs, des groupes, le début du rap, il y avait un truc qui s'appelait Timide et sans complexe, des trucs un peu que je me rappelle plus, on en a tourné plein, les Thénardier, enfin, il y avait tous ces groupes qui répétaient à Luna Rossa, là, dans le 13e, dans la Tour. Ah ouais. Et puis... Là, du coup, t'es dans un processus de clip, hein, c'est ça? Ouais, donc c'est vraiment tourner... J'apprends, tu vois. Tu apprends la réalisation, t'as la musique qui existe. Oui. Les clips de Varunjo sont encore visibles sur YouTube. On fait Little Nemo aussi. Tout ce qui était les groupes de la Touching Pop qui étaient chez Neuros. On fait Little Nemo, Asylum Party, Merry Goes Round. Mais là, ce que tu fais, c'est donc tu fabriques une image sur de la musique. Ouais. On est dans le processus inverse. Toi qui fais les deux, est-ce que tu peux nous dire la différence entre l'un et l'autre? Est-ce que le processus créatif, le processus intellectuel est le même? Quand tu as du son, tu dois essayer d'imaginer une histoire qui corresponde au groupe. Tu essayes de projeter une esthétique, tu vois, dans lesquelles, en fonction de tes références, et que tu dois la confronter avec un artiste. Enfin, c'est assez différent, ouais. C'est-à-dire, dans ce cas-là, tu vas chercher à comprendre, analyser la musique, le message qu'elle veut faire passer, ce que les artistes veulent faire passer, et tu vas fabriquer ou faire fabriquer une image qui va l'accompagner. Et dans l'autre cas, c'est quoi dans l'autre cas? C'est-à-dire que tu as des créatifs qui disent, voilà, on veut une image, tu as un réalisateur qui fait une image, et tu dois aller chercher la musique qui va accompagner l'image, qui va accompagner la narration. Comment tu différencierais les deux? En fait, moi, je cherche toujours à être étonné. Quand je vois des gens me dire, ah oui, j'ai trouvé la bonne musique sur la bonne image, j'ai envie de dire, franchement, je m'en fous. Je dis parce que c'est donné à n'importe qui. Hein. Je dis, maintenant, à faire un truc qui étonne tout le monde, qui soit pas là où on t'attend, parce qu'il y a beaucoup de recettes maintenant qui sont utilisées comme ça dans la publicité, tu vois. Je dis, comment on va casser le code et que dans 10 ans, on s'en souvienne encore? Je dis, c'est ça qui m'intéresse. Mettre la bonne musique sur la bonne image, franchement, n'importe qui peut le faire. Hein. Et mettre la bonne image sur la même musique dans le principe aussi. Donc toi, t'es dans la rupture. Ah oui, après, là, je sais pas. À ce moment-là. Non, maintenant, je te parle de maintenant. Ça. Maintenant, j'interviens, j'oriente des choix de réalisateurs. Et j'essaie de confronter mon point de vue avec celui des créatifs et mais tu es moins dans là vraiment, c'est très clair dans ce que tu as dit. Trouver une musique et une image, c'est facile. Ce que je veux, c'est créer quelque chose qui fasse une rupture, qui change, qui étonne, pour qu'on s'en souvienne dans 10 ans. Est-ce que réaliser un clip d'une musique,
Tu as besoin de cette rupture aussi. Bah, ce serait l'idéal. Tu vois, si tu peux créer, si tu peux toujours créer l'inattendu et tout ça. Là-dessus, je suis plus aux manettes sur l'image. Mais oui, c'est ce que j'attends toujours. C'est ce que tu attends des personnes qui travaillent avec toi. Ouais. Et malheureusement, on est dans un milieu qui est devenu tellement convenu, tu vois. Tu racontes quoi comme histoire à l'époque, justement? C'est toi qui as la main aussi, du coup, sur le scénario, sur ce qui va se passer dans le clip. Et si oui, du coup, t'as des idées? T'as de la créativité déjà? J'essaie de faire des espèces de plans séquences avec des trucs qui rentraient de tous les côtés. C'est pas très réussi, mais il y a un manque de moyens, c'est fait en vidéo et tout ça. Manque de moyens évident, mais... Ouais. Des fois, je me retrouvais souvent à travailler avec des techniciens qui étaient 1 milliard de fois plus calés que moi, qui me demandaient quelle focale on allait mettre, si c'était quoi la température couleur, tu vois, ce genre de choses. Ou si on était en cinéma, quelle était la vitesse de défilement, c'était quoi le nombre de hasards, et comment on allait développer, est-ce qu'on était en positif ou en négatif, tu vois, il fallait bosser, quoi. Là, c'est là où tu commences à exercer vraiment, du coup, ton œil aussi. Enfin, en tout cas, tu renforces tes capacités. Ça n'a pas été des chefs-d'œuvre, tous, tu pourrais être franc. Et du coup, ce garçon qui est Frédéric Geneste, tu vois, qui est un super TV prod, avec qui j'ai eu la chance de collaborer et de faire tous ces trucs. Et un jour, il m'a dit, je vais faire TV prod, c'est Saatchi. Et je leur ai promis que je partais à la fin du mois. Je dis, super, et tout. Moi, je savais même pas ce que c'était un TV prod, pour être franc. Il dit, OK. Et sauf qu'il faut que je trouve quelqu'un qui sache servir de cette régie. Et t'es le seul mec que je connais. Et je lui dis, il m'a fait comprendre comme je galérais. Il m'a dit, t'as qu'à prendre le job. Et je galérais, donc j'ai pris le job. Et c'est comme ça que je suis entré officiellement chez Young Rubicam après être rentré par effraction. Et honnêtement, à ce moment-là, je n'ai aucune fascination pour le milieu de la pub. Moi, justement, j'allais même te poser la question inverse. Et ni fascination, et ni même rejet ou abjection. Parce que pour le coup, le punk, enfin, en tout cas, l'esprit contestataire, tu le prends. En fait, on habitait avec ma sœur dans une chambre de bonne avenue Ledru-Rollin avec les toilettes sur le palier. Donc, quand je dis en termes de galère, où l'hiver il fait -20 et l'été il fait 40, c'est du vrai, je veux dire, on m'aurait proposé un boulot à la poste, je le prenais. J'ai aucune qualification, aucun diplôme, à part la médaille de la défense nationale, tu vois, de l'armée, tu vois. Donc, franchement, et je connaissais personne à Paris. Enfin, je commençais à rencontrer des gens dans la musique, clairement, dans les bars. Que la publicité t'aime ou t'aime pas, que tu dis c'est un boulot, j'y vais. Non, mais comme je dis, si j'avais... faut s'imaginer, si pour vivre, la nuit, je faisais des copies de cassettes de Hélène et les garçons chez AB à Saint-Denis, tu vois. Quand je dis je galérais... Dans le nodal. Dans le nodal. Là, d'un coup, c'est un vrai métier. Et alors, et comment, du coup, donc un vrai métier qui tombe pas du ciel, attention, je pèse mes mots, mais qui arrive comme ça, qui n'a rien à voir avec ton parcours, ton chemin, mais c'est lui qui t'a amené à ça. Dans la publicité, aujourd'hui, on peut dire que tu aimes la publicité ? J'aime l'excellence. Je dis pas que j'aime la publicité, j'aime quand elle est excellente. Ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, quoi que tu fasses, tu aimes l'amener à l'excellence. Comment, du coup, maintenant, de cet endroit-là, t'es là-dedans ? Putain, comment au début, c'est un peu dur pour moi parce que c'est pas du tout. Je les trouve un peu snob, prétentieux et à se palucher sur des films taille fine et tout ça. Je me dis waouh. Mais je pense que j'ai une bonne paye à la fin du mois. On peut déménager avec ma sœur. On habite plus dans la chambre de bonne. Franchement, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est clair. Du coup, je regarde, j'apprends, je suis en apprentissage. À ce moment-là. Ça dure combien de temps, ça ? Je crois que j'ai dû faire 3 ans chez Young Rubicam. Et j'ai la chance tout de suite de travailler sur un animatique sur les premières pubs Orangina. Et l'idée, je me rappelle, c'est Alain Chabat qui vient faire les voix pour l'animatique. Et c'est au cours de la discussion qu'il se dit, tiens, mais pourquoi il réaliserait pas pour la première fois ? Je participe au tournage des premières pubs Orangina, qui sont un événement pour l'époque. Ouais. Moi, je me rendais pas compte, tu vois. Tu pouvais pas. Je sais même pas si eux se rendaient compte de. Non. Il y avait ces gens dans les bouteilles. On travaille avec Philippe Guillotel qui avait fait le bicentenaire, les costumes du bicentenaire. Je m'implique un peu plus que d'être monteur. Je vais suivre la fabrication des bouteilles, des mecs dans les bouteilles, de tout ça. Et on fait 5 films, donc ça s'appelle, je sais plus, le Ski, La Grande Roue, et puis les autres, j'ai oublié. Ouais, toi, le flipper, etc. Le flipper arrive après. Ouais, le flipper arrive plus tard. Le flipper arrive beaucoup plus tard. D'accord. Et en fait, cette pub est un énorme succès. Donc du coup, je me dis, c'est pas mal. C'est ça que je côtoie un peu les TV prod.
Et il faut s'imaginer qu'à ce moment-là, dans le clip, il y a Michel qui fait les clips de Oui Oui, qui commence à percer en Angleterre, qui fait quelques clips. Je ne sais pas s'il fait les clips de Björk déjà à ce moment-là. Il y a toute une nouvelle génération. Par exemple, il y a cette anecdote où la première pub sur laquelle aussi j'ai pu un peu collaborer de loin, c'était la première pub de Jonathan Glazer, où il fait les pubs pour les scooters Peugeot chez Young & Rubicam, dans un noir et blanc incroyable, d'une beauté hors norme. Et en fait, c'était tellement moderne qu'à l'agence, ils n'ont pas aimé. Et là, je me dis, putain, c'est ça. Je me dis, c'est bon signe. Tu vois, à l'agence, à l'époque, chez Young & Rubicam, ils n'avaient pas aimé, mais le truc est hors norme. Et je me souviens, j'arrive à sympathiser avec lui. Et du coup, il m'invite à Londres. Du coup, je vais voir à Londres. Je vais le voir à l'étalonnage du clip qu'il avait fait pour Into My Arms de Nick Cave. D'accord. Donc, il fait les étalonnages, il montre. Moi, quand j'étais nul à l'école, donc je suis nul en anglais, donc je suis ivre-mort tout le temps pour pouvoir suivre. Oh, t'as rattrapé le retard depuis, j'espère, quand même. J'écoute pas trop. Hein. Ouais, putain. C'est compliqué. Et donc, mais je me rends pas compte aussi que c'est pas le monsieur que c'est devenu aujourd'hui à ce moment-là, tu vois. On reste un peu en contact et je me dis, tiens, c'est intéressant. J'arrivais comme ça avec des bandes de réalisateurs, parce que toute l'information circulait par bande, j'allais voir les TV Prod et je suivais souvent avec les Umatiques et il me disait que je comprenais rien à la pub, il me jetait les cassettes à la gueule, il me dit, mais toi, tu comprends rien à la pub. C'était assez humiliant, j'avoue. Tu revivais comme à l'école et il disait, t'es couillon, tu comprends rien, et aujourd'hui, tu vois le résultat, quoi. À me demander du travail après. Et donc, on doit être 91, 92. C'est pas encore Internet, ils appelaient ça des messageries électroniques. Et comme j'utilisais un ordinateur pour piloter mes ordis, ils m'en avaient installé un. Alors qu'il y avait encore des gens qui faisaient des trucs avec des lettres A7 et tout ça, tu vois. C'était assez rigolo aussi, le moment de Young & Rubicam, c'était le moment de l'explosion de Frédéric Beigbeder, donc il y avait plein de trucs, j'étais pote avec Fred, on a bien rigolé. Il y avait un truc lui aussi, il était hors norme dans son genre. Tu vois, il arrivait à midi, il tapait comme ça un truc, il y avait les notes et tout. Et il y avait encore cette folie, tu vois, adolescente. Tu dis là, c'est ce dont Antoine parlait au début, cette jeunesse qu'il faut garder, le côté jeune pour la musique, pour garder cette insouciance. Là, t'en parles encore. Tu l'as encore, cette insouciance? J'essaye. Je me dis, putain, deviens pas le vieux con que tu détestais, quoi. Et tu penses que c'est ça qui fait que tu arrives dans tout ce que tu racontes et tout ce que tu as traversé, on arrivera à ce que tu fais aujourd'hui, bien évidemment, même si on sait tout ce que tu fais, et on en a parlé en début. Tu penses que c'est d'arriver à garder cette insouciance et cette jeunesse qui te fait tenir et qui te fait kiffer et qui te fait vibrer, quoi. Parce que, en fait, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler sur Saint-Laurent. Enfin, tous les parfums, j'ai fait tous les lancements là, depuis 10 ans ou 12 ans, je sais plus. J'ai la chance d'avoir une relation avec le patron de la marque qui est extraordinaire, où si j'arrive avec un réalisateur de pub, maintenant il me crache à la gueule. Il me dit que j'ai vieilli et tout ça, du coup je dois toujours lui montrer. Il t'oblige à rester jeune. Tu vois, en fait, c'est de ma faute au début. Je vais faire la première pub qu'on a fait, c'était avec Daniel Wolf quand même, tu vois, et qui avait fait le clip des choses avec un serial killer. Et comme le truc a marché, après on a fait Colin Tilley qui avait jamais fait de pub, qui est devenu un gros réalisateur aux États-Unis, Khalid Joseph, je sais pas, qui était un artiste, la première pub de Jonas Lindstrom quand il était totalement inconnu, suite à une expo à Berlin, tu vois. Donc en fait, tu t'es mis dans une position où tu t'es auto-baisé en fait. Ouais, je me suis tiré une balle dans le pied, donc là... Mais ça te pousse à jamais t'arrêter, quoi. Là, du coup, avec les bracelets, là, quoi. Du coup, je dois trouver, pour les prochaines 2025, je me dis, c'est quoi le truc qui va faire qui va le surprendre, lui. Que je vais me surprendre et que je vais surprendre tout le monde. Juste pour en venir, on va être en 92, 93. Il y a comme ça, il y a ces ordi. Je sais pas ce qui me prend. J'envoie un message un peu, pas insultant, mais pas très sympa au PDG de Young & Rubicam pour voir si la messagerie électronique fonctionne. Et je crois que la phrase, ça doit être un truc comme ça. Un pays, une armée, une entreprise a besoin d'un chef. Est-ce que t'en es un? Un truc comme ça. Je sais pas si c'est la phrase exacte. Donc, au bout de 15 jours, donc il y a une certaine latence dans la messagerie électronique de l'époque, tu vois, on n'est pas dans l'instantanéité. Je suis convoqué et il me dit, mais toi, t'es qui? Pourquoi tu m'as écrit ça? Non, mais parce que je dis, ouais, je trouve ça un peu, je sais pas, peut-être je trouve ça un peu ringard ou désuet, la pub. Je voulais savoir qui t'étais. Il faut s'imaginer aussi à l'époque que les patrons, t'as le bureau de la première assistante, après de la deuxième, et après tu rentres dans un grand bureau, tout ça, enfin voilà. Il me demande et on parle, je raconte un peu ce que je fais, comment je vois les choses et tout. Je suis reconvoqué 15 jours plus tard.
Et le truc est assez dingue parce que je l'ai vécu dans une totale insouciance et inconscience adolescente. Il me dit, voilà, je vais te confier un secret, BSN, chance de long, ça va s'appeler Danone. Là, je me dis au fond de moi, pourquoi il me raconte ça? Il me dit, je te préviens, il me dit, c'est un secret, t'en parles à personne. Je dis, franchement, je sais pas à qui je peux en parler au New Moon. Hein. Tu vois, au fond de moi, mais je me dis, tu le racontes à personne. Hein. Je dis, je te fais pas signer de papier, mais je dis, bon, bah, ok, super. Donc, il te vire pas et il te dit ça en plus. Ouais, il me dit ça. Et je lui dis, ok. Super. Et il me dit, voilà, on doit faire la présentation à New York, je sais pas, c'est pour une introduction en bourse et tout ça. Et on a besoin de faire un film qui raconte toute l'histoire et pourquoi ça devient Danone. Donc, il me montre le logo avec le petit enfant, là, qui est toujours, qui s'anime, qui a été fait chez Landor. Et il me dit, je vois un truc qui déblaye, voici le scénario, et tu vas bosser avec, je sais plus comment s'appelait cette dame, elle avait un peu le look de Simone Veil. Mais elle était incroyable. J'avais beaucoup de respect pour elle parce qu'elle était très forte dans ce qu'elle racontait. Et sur la forme, elle me laissait faire. Et moi, je lui dis, ouais, je veux bien le faire ton truc. Non, au début, je lui dis, ouais, je comprends pas. Tu payes, je crois que je parlais mal, avec 50 000 boules, des gonzesses qui branlent rien à côté, tu me demandes à moi de le faire. Et il me dit, bah, tu viens de me donner la réponse. Je lui dis, bon, ok, je lui dis, il y a une seule condition, je lui dis, on fait à ma manière. Parce que si tu veux que ton truc soit prêt dans 15 jours, il faut qu'on est obligé de bosser le week-end, jour et nuit. Il me dit, bah ouais, pas de problème. Et je lui dis, bon, il faut que je prenne 2 assistants, ok. Je dis, peut-être on va installer des lits de camp, on va foutre le truc. Et je lui dis, par contre, là, tous les autres trucs que me demandent les autres, là, sur les tailles fines et machin, je peux les envoyer péter. Il me dit, bien sûr, tu dis, c'est un problème qui s'adresse à moi. C'est le truc qui m'a fait dire, ah ouais, là, je vais vraiment rigoler. Et du coup, je mettais la musique à fond, et je mettais hyper fort. Tout le monde venait se plaindre. Je disais, c'est un problème, allez voir Jean-Pierre. Et ça me faisait vraiment, c'est le truc qui m'a fait plus kiffer. Je crois que c'est le moment où il y a la sortie de l'album des Tugs, Azapi. Et en fait, on a monté la présentation de Danone sur Azapi. Des Tugs, tu vois, avec cet instro qui est une espèce de noisy pop. Donc, tu vois, on est loin du film institutionnel. Et je me rappelle, ça devait faire 17 minutes. Puis bon, le soir, on disait, ah non, mais là, la phrase, elle l'a déjà dit, paf, on coupe. Tu vois, on faisait des interviews, on a été dans les usines, filmer les verreries, les trucs, les mecs dans les labos qui faisaient les yaourts, tout ça, quoi. Et je dis, ah non, et on racontait, puis on l'a monté très rock, très punk. Je trouvais ça dingue que personne n'ait validé. Et on mettait de la musique à fond tout le temps, donc tout le monde se plaignait. Et ça, c'était vraiment fun. Très sale gosse, quand même. Hein. Ouais, il y a plein de péripéties. Bon, en fait, ce truc est un immense succès. Il me dit, il m'appelle de New York, il me dit, franchement, t'as quand même vachement modifié. Je dis, non, j'ai modernisé. Il dit, ouais, c'est vrai. Il me dit, tout le monde a adoré, mais t'aurais pu me prévenir. Et je lui dis, quoi, je t'avais prévenu, tu m'aurais pas laissé faire. Il est quand même pas parti sans avoir maté la vidéo, c'est pas possible. Il était déjà à New York. Mais enfin, le truc est plus dingue. Ah ouais, donc le mec, En fait, la réalité, il m'appelle, il me dit, ouais, il faut que tu m'amènes la cassette à New York parce qu'il fallait la transformer en NTSC. Oui, en NTSC, ouais, c'est ça. Mais moi, je lui dis, mais j'ai jamais pris d'avion ou tout ça. Et il me dit, et j'avais pas de passeport surtout. Et il me dit, t'es con. Et moi, je dis, non, juste, je suis pauvre. Pour casser le débat. Du coup, je sais pas, il y a pas, parce qu'à l'époque, il y a des mecs qui portaient les cassettes et qui les ramenaient, tu vois. Ah bah bien sûr, c'est des coursiers en avion, quoi. Ça, y a pas. Ouais. Donc, bref, ce truc fonctionne. Non, mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est-à-dire, le mec, il est aux États-Unis, il attend le montage qu'il n'a jamais vu parce qu'il n'y a pas d'internet, donc il ne peut pas le voir. C'est pas comme aujourd'hui. Il y a un mec qui lui amène la cassette, qui va présenter aux mecs qui vont faire l'opération de mise en bourse de Danone. Il n'a jamais... Je sais pas si c'est mise en bourse ou... Oui, mais enfin, en tout cas, c'est un énorme truc. Oui. Et il montre un big boss, une vidéo qu'il n'a jamais vue, qu'il a confiée à un loustic qu'il connaît à peine, qui lui a envoyé un message insultant. Il faut s'imaginer, à l'époque, c'est Antoine Ribaud. C'est même pas Franck. Ah, c'est dingue. C'est rock'n'roll, ça. Hein. Ça, c'est rock'n'roll, ça. Honnêtement, après, quand je l'ai revu, je me suis dit, putain, peut-être je vais me faire virer. Donc, il me convoque 15 jours après. Et là, je me dis, bon, j'ai eu mes dernières heures. Au moins, je me suis marré. Mais il faut toujours s'imaginer que j'avais cette conscience adolescente, parce que c'est des trucs que j'ai retrouvés sur le premier Air France ou sur des trucs où j'avais le sentiment d'être juste. C'est-à-dire que je faisais pas ça pour déconner, parce que je faisais ça parce que je trouvais que c'était mieux. Parce que tu croyais? T'avais une conviction artistique? Je trouvais que c'était mieux. C'était pas juste pour simple ego, pour faire le mariole. Je me disais, maintenant, c'est mieux. Et là, il me dit, je vais te confier un autre secret. Et je dis, ah bon, et qui c'est qui change de nom? Il me dit, je pars fonder une agence avec Benoît Devarieux. Il me dit, tu vois qui c'est? Je dis, non. Mais il me dit, toi, vraiment, tu t'en fous de la pub? Bah, je dis, ouais, je te l'ai dit. Il me dit, ouais, ça va trop plaire à Benoît. Et du coup, je me voilà à Barège chez Benoît. Devarieux Villarreal, où je suis monteur,
sur Avid. J'étais dans les 10 premiers à savoir servir d'un Avid. J'intervenais beaucoup, tu vois. Là-bas, l'esprit était plus libre, c'était moins, tu vois. On était déjà tous en open space. C'était une agence moderne, elle venait de se créer, elle était plus dans l'air du temps. Et je crois qu'elle se crée, je sais plus, en 96, je crois. C'est milieu 90, fin 90. Ça, je dois intégrer Jung en 93, ou voilà. Comment tu gères depuis ces moments-là où tu as quand même des vrais succès, des trucs qui te donnent confiance? Et on sait que la confiance, ça peut t'asseoir un peu. Je m'en rends pas compte. Mais toi, tu t'arrives toujours depuis... Je m'en rends pas compte. L'histoire de Danos, je me rends compte a posteriori parce que j'ai rencontré les gens qui ont vécu ça aussi. Ouais, mais ça, c'est à ce moment-là. Avec qui tu grandis avec eux. Là, c'est à cette époque-là, c'est à ce moment-là. Aujourd'hui, tu es quand même pleinement conscient de... Oui, que je suis j'ai toujours le sentiment de ne pas faire partie du sérail, pourtant je sais que je l'incarne. Tu restes dans le game, comme on dit quand même. Ouais. Mais est-ce que tu arrives, c'est ce que disait Antoine, avec la confiance d'avoir fait tous ces projets, d'avoir fait toutes ces choses, est-ce que tu arrives mais on en revient toujours à ce qu'on disait, c'est-à-dire le côté de l'adolescence, le côté inconscient, insouciant, tu arrives encore avec le poids que tu as en mon âme et conscience, c'est-à-dire que je cherche ce qui sera juste au fond de moi. Les peu de fois où je me suis compromis, ça a toujours été, j'ai accepté des films, de reprendre des films avec des mots... pas le réalisateur, pas le choix de la musique, c'est un drame pour moi, en fait. Est-ce que c'était bien après, est-ce que le film était bien après, ou en plus ça a été une pomme de terre? Non, c'était nul. Ouais, en plus. Ouais. Tu vois. Donc, du coup, j'ai toujours préféré me planter de mes erreurs que plutôt subir les erreurs des autres. Et c'est cette force, c'est cette manière. Mais à ce moment-là, que soyons clairs, c'est-à-dire que je suis en plein doute, je sais pas où je mets les pieds, j'ai pas conscience que Danone, c'est Danone. Ah ouais, mais à cette époque-là, c'est clair. Je parlais plus à cette époque-là, évidemment. C'est des moments de vie hyper drôles, quoi. Comment tu fais pour aujourd'hui créer des projets et arriver à fédérer les gens tous ensemble comme ça? C'est-à-dire, tu vois, instinctivement, tu arrives avec Devario, Villaret, à ce que les mecs te fassent confiance, à ce qu'ils t'embarquent. Est-ce que c'est cette même énergie qui fait que tu arrives à amener des Bowie à travailler avec toi, amener j'entendais Brian May, comment vous aviez été le breaker avec Christophe Corré, où tu l'envoies dire vas-y, va le voir parce que la maison 10 va nous emmerder. C'est ça, en fait, qui est extraordinaire. Tout simplement. C'est cette insouciance. C'est quoi? Mais c'est peut-être que ça vient du punk, comme je sais plus comment... Joe Strummer disait oublie que t'as aucune chance et fonce. C'était pas Michel Blanc qui disait ça? Non. Ah aussi, Michel Blanc, t'as raison. Il y a un parallèle entre Joe Strummer et Michel Blanc. Il avait rajouté sur un malentendu, ça peut peut-être... C'est ça qu'il avait rajouté. Non, je sais pas. Du coup, parce que j'ai pas la confiance tout de suite de Benoît Devarieux, tu vois. Ah bah non, mais tu l'acquiers avec ce... Ouais, j'ai pas tout de suite. Et c'est à ce moment-là, en fait, il embauche les TV Prod qui m'avaient fait chier chez Young et Rubicam, parce que là, ils pensaient que je connaissais pas. Et au bout, peut-être d'un an et demi, je me rappelle, je suis au bureau, il vient me voir, il me dit, bon, elles sont nulles, hein, les TV Prod. Je dis, ouais, c'est vrai, c'est pas très moderne et tout. Et là, on est quand même en plein open space, et il les vire devant moi. Et il leur dit, allez, partez. Ah, c'est horrible. Tu vois, et moi, je suis trop traumatisé. Je dis, oh là là, putain... Et là, il vient me voir, il me dit, t'as vu, j'ai fait ce que t'as dit. Je dis, non. Il m'a dit, si, tu m'as dit qu'elles étaient nulles. Non, j'ai dit, tu m'as dit, elles sont nulles. J'ai dit, oui. Il dit, tu vois, c'est ce que t'as dit. Et il m'a dit, maintenant, c'est ton problème, démerde-toi. Et t'en as trouvé d'autres, du coup? Non, il a fallu que je fasse TV Prod. Oh putain. C'est ton problème, démerde-toi. Et moi, je savais pas à qui j'avais affaire. C'est pas le même métier, un monteur et TV Prod. Non. J'ai dit non, mais je vais produire moi-même. Et du coup, on a fait un film avec Olivier Babinet pour MTV et Club Med. Et on est parti comme ça en Tunisie, mais en commando. On a ramené un film qui était très, très, très drôle. Et on a eu plein de péripéties, plein de trucs. Mais après, j'ai vu que c'était plus facile de faire travailler les autres. Parce qu'au début, je croyais que c'était moi qui devais tout faire. Ça dépend, hein. Ça dépend qui on fait travailler. Et c'est vrai, et du coup, j'ai commencé un peu à regarder, à m'intéresser à ce métier. J'ai dû démarrer sur un Jacques Desange. Et c'est pareil, j'avais trouvé une cassette d'un mec qui faisait un institutionnel qui s'appelle Jean-Pierre Philippot. Puis d'un autre côté, j'avais le champion actuel du film de cheveux. Et je suis tout seul chez L'Oréal. Je fais ma présentation réelle. J'étais assez stressé à l'époque. Hein. J'étais jeune, des débutants. Et la cliente me dit, et vous en pensez quoi? Et moi, je lui dis, mais moi, personnellement, elle me dit, bah oui, vous, personnellement. Et moi, je prendrais le jeune, parce qu'il est quand même plus moderne, regardez ce qu'il fait, contre l'avis de l'agence. Et du coup, je reviens à l'agence.
Et Benoît, il me dit, alors, c'est passé comment? Je dis, super, alors, bon, du coup, on le fait avec Jean-Pierre Philippot. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi elle n'a pas suivi ma recommandation? Et il dit, comment ça s'est passé? Elle m'a demandé mon avis. Et quoi, ton avis? Mais il me dit, t'es con, tu vois, parce qu'il parlait quoi, tu vois, il s'énerve et tout. Je lui dis, quand même, le jeune, il est moins cher, il est mieux. Mais il me dit, mais t'es nul, t'es viré. Je dis, merde, vraiment, il me dit, t'es viré. Je dis, non, t'es pas viré, tu seras viré après le film. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on peut encore faire ce genre de truc? Parce que moi, il y a déjà, est-ce qu'on peut encore faire ça? Du coup, tu vois, c'est mon premier film, je suis un peu en soubresaut. Tu fais n'importe quoi, tu dis que des conneries aussi. Tu t'imagines un créatif qui arrive et qui tu dis, il faut faire ça, il revient, il a fait tout l'inverse, tu vas lui péter la gueule. Clairement, le mec, tu vas lui dire, je t'ai pas demandé de faire ça, quoi. Et non, et justement, ça marche. Et donc, Jean-Pierre Philippot est devenu maintenant la référence mondiale du film de cheveux. Ouais. Grâce à toi. Il est devenu très riche. Grâce à toi. Et il en fait dans le monde entier. Ça, c'est incroyable. Du coup, suite à ça, après, je fais plein de trucs. On fait Swatch, on fait en prod. C'est là où je repère les télécréateurs qui deviendront Division aujourd'hui. Et il y avait des réalisateurs comme Alain Duplantier, Eric Ragic, tu vois, Thierry Ragic, tu vois, que j'adorais. Enfin, il faut s'imaginer aussi à l'époque que tout était phagocyté. Il y avait que 5 prods, il y avait un contrat Danone. J'ai réussi à casser le contrat Danone pour que les télécréateurs puissent faire le film Volvic. C'était des gros trucs à l'époque parce que je comprenais pas cette manière de faire. Il y en a encore aujourd'hui avec quand tu vois les Stellantis, etc. Ouais, les Renault, c'est pareil. Les bagnoles, c'est quand même, t'as des gros trucs dessus aussi. Donc, Danone, il y a encore des gros contrats, etc. C'est pas aussi lourd. Quelle est la différence avec avant et maintenant? Non, c'est plus complexe maintenant, c'est plus pervers. C'est plus pervers. Ouais, c'est beaucoup plus pervers. À l'époque, c'était plus j'ai l'impression que c'était des arrangements de facilité. Là, c'est beaucoup plus pervers. C'est incassable aujourd'hui, ce genre. Enfin, c'est incassable. Tu peux pas aller sur un coup de tête comme ça, dire vas-y les gars, j'ai une super idée, bim bam, c'est plus possible aujourd'hui. Même toi, t'y arrives plus ça aujourd'hui? En fait, c'est pas que j'arrive plus. L'Oréal, il y a eu un peu des tentatives. C'est-à-dire que la plupart du temps, j'arrive avec un réalisateur, voire 2, mais souvent avec un point de vue. Donc j'ai été convoqué, quelquefois c'est Jacha, parce que je respecte pas les règles. Je leur dis oui, mais je crois qu'on a les meilleurs lancements, que vous avez un taux de croissance à 2 chiffres depuis que je m'occupe des parfums. Je dis donc, qu'est-ce que le mieux? Puis du coup, j'ai eu comme ça des gens qui voulaient m'expliquer la manière de travailler. Donc je dis, écoute, tiens, ça tombe bien, ça c'est le prochain script. Dis-moi comment tu fais. Alors, explique-moi. Et je savais que si le mec s'énervait, il perdait la bataille et il s'est énervé. Je lui dis, mais puisque tu m'imposes, je dis, explique-moi. Je dis, moi, ça m'intéresse. Hein. Moi, je suis un éternel stagiaire, tu vois. Je dis, donc toi, tu as l'air d'être un expert. Voilà. Donc c'est monté très haut dans les tours. Maintenant, il n'est plus là, mais... Ça, c'est vachement mature de faire ça. On n'est plus dans l'adolescent, là. Tu vois, c'est-à-dire, tu arrives à garder ton âme d'adolescent, mais de temps en temps, tu peux devenir très mature et très incisif dans ce genre de cas. Après, j'ai le luxe de choisir les gens avec qui je peux travailler, les projets avec lesquels je peux travailler, et ce qui me permet encore de me dire pourquoi je continue ce métier. J'ai 60 balais, tu vois, donc je me dis, sans être le vieux con, j'ai vécu plein de trucs incroyables. Je veux encore avoir cette flamme pour donner le meilleur de moi-même. Si ça devient une routine, quel entrain tu as et quel plaisir tu as après d'aller à Pantin et te battre, et tu vois. Et c'est ça qui est très dur. C'est comment tu gardes, tu donnes le meilleur quand tu te fais plaisir. Et c'est ça que j'essaie de garder. Et à la flamme et l'instinct. Et c'est vrai que j'ai cette chance-là d'avoir cette relation avec ce client. Puis après, c'est assez rigolo parce que on travaille avec du Alipa, Lenny Kravitz. Kravitz, j'ai pu le voir au Transmusical de Rennes. J'ai comme ça une anecdote. Après, on a été chassé avec Fred parce que j'avais fait venir Fred chez De Varieux-Villaret. Et après, on va chez BETC et comme dans mes années galères, je suis allé au Trans sans payer le train, en grugeant l'hôtel et en faisant la manche dans les rues sous la neige. J'avais demandé qu'ils mettent dans mon contrat qu'ils me payent les Transmusicales et le Sonar de Barcelone dans de bonnes conditions. Qui sont tes 2 festivals où tu veux toujours aller, tu les fais. C'est quoi tes festivals préférés d'ailleurs? C'est le Sonar et le Transmusicales? Ouais, Sonar parce qu'il y a un côté un peu familial. C'est pas un festival de jeunes.
Tu vois, c'est plutôt un festival de quadra et plus, tu vois. Et il y a toujours un truc qui m'émeut, qui est quelque chose un peu de psychédélique, tu vois. Une espèce de folie. Je me dis, est-ce que je vais tenir encore jusqu'à 6h du matin de nuit de Suisse, voire 6h30, et voir Laurent Garnier mixer au lever du soleil, et qui va m'apporter cette espèce d'émotion qui sera unique, tu vois, ces instants qui restent immobiles. Et les trans, c'est vraiment découvreur de talent. D'accord. C'est-à-dire que les trans, tu peux frôler le sublime comme l'épouvantable. Donc c'est ça, toi, qui t'intéresse et qui te maintient. C'est d'un côté, le côté aller jusqu'au bout, subversif, le côté est-ce que je vais tenir encore dans cette teuf, est-ce que je vais encore m'éclater, et le côté faut que je découvre des nouveaux talents, et tu arrives à mélanger ces deux univers pour exceller dans ce que tu fais. Toi, je suis pas le matin en train de rechercher ou regarder sur Instagram quel va être le nouveau talent. Ou à regarder. Si jamais, je veux dire, si tu y arrivais, tu nous donnerais le tuyau. Mais ou regarder les recommandations Spotify et tout ça. Enfin, sinon, la table est en bois, donc j'ai toujours l'impression que le talent, il m'arrive tout seul. Il y a un coup, il y a un moment, ça croise ma route. Tu es vraiment persuadé de ça? Tu le crois sincèrement? Je me dis pas, je vais aller à tel endroit pour découvrir des choses. Alors, en fait, je me laisse porter. Voilà, parce qu'il ne t'arrive pas tout seul. Je veux dire, il y a un moment... ou alors vraiment, effectivement, tu as été touché par la grâce. Tu as une petite fée qui arrive à ton berceau et qui a dit, lui, je me demande, parce que je me dis, il n'y a aucune raison que je sois là. Il y a un moment, tu as quand même un instinct. Enfin, je veux dire, je ne suis pas là pour tirer les pompes. Mais on n'arrive pas comme ça... par la magie du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Donc, tu as forcément un talent inné et travaillé, tu as le boulot, tu as la force. Oui, il faut une part de chance, mais tu peux pas, il n'y a pas que ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas, quoi. Il y a eu aussi la chance d'être des gens qui avaient le même truc que moi, Christophe, toi, qui a été extraordinaire, Christophe Corré. Tu peux nous raconter un petit peu les débuts de BTEC, du coup, parce qu'on était à deux Villaret qui t'ont un peu porté, et après, comment ça s'est passé, du coup? Il faut s'imaginer qu'à l'époque, tout le monde magouillait sur la musique. Vous qui êtes côté prod musique. On est arrivé après, nous. Tout le monde magouillait, c'est-à-dire qu'il y avait souvent le fils du patron, le patron qui signait les musiques, et tout le monde faisait des musiques à la manière d'eux. C'était un immense Canada Dry, tu vois, qui était comme ça. Et il y a des mecs qui sont bâtis des fortunes, qui se sont mis auteurs alors qu'ils savaient même pas jouer un accord de là, tu vois. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment révolté. Enfin, c'est quelque chose sur lequel je suis parti en lutte. Et c'est quelque chose sur lequel, quand je suis arrivé à chez BETC, je demandais tout de suite à avoir la main. Ce que je n'avais pas chez Devarieux. D'accord. Sur la création musicale. Ouais, je demandais sur les éditions, sur qui gère quoi, comment que ça se fasse de manière saine. Et j'ai dit, voilà, on va travailler avec des vrais artistes. On va travailler avec les vrais musiciens, ceux qui souffrent, qui sont dans les caves, ceux que je connais. Faut s'imaginer qu'à l'époque, quand j'arrive chez Young Rubicam, j'ai totalement arrêté la musique. J'ai plus de guitare, j'ai dû la revendre. Enfin, tu vois, j'avais plus d'argent. Enfin, voilà. Tu n'avais plus le temps. Et je me souviens que à la signature à ma première paye de BETC, je m'achète un Vox AC30, ce qui est complètement débile parce que c'est un ampli de concert. Surtout si t'as plus de gratte. Hein. Non, mais là, j'avais racheté une gratte. Ou que t'habites dans 9 mètres carrés. Je n'habitais plus dans 9 mètres carrés, mais un Vox AC30, c'est d'une puissance inouïe. J'ai jamais pu vraiment jouer avec, ce qui était totalement débile, mais c'est un rêve de gosse. Si tu parlais de Christophe, juste, tu disais, j'ai des gens qui m'ont aidé, etc. Alors déjà, c'est toi qui vas les chercher, ces gens, comment ça se passe? Il y avait sa belle-sœur qui bossait à l'agence, qui était DA, et elle pose un CV sur la table en disant, voilà, c'est le copain de ma sœur, il adore la musique, il fait du droit, je sais jamais t'as quelqu'un. Et l'agence, c'était en pleine croissance. Et à l'époque, c'était un peu les gens du juridique qui géraient les droits. Les clearances, c'est ça. Mais c'était pas aussi, tu vois, il n'y avait pas de département synchro, tout ça. Et donc, du coup, je rencontre Christophe. Je vois un petit mec passionné, il est arrivé en cravate et tout, je me rappellerai toujours. Puis à l'époque, je posais vraiment des questions débiles en entretien, si t'étais fort en Internet, si t'étais fort en Roland Garros, tu vois, des trucs totalement débiles. Et il rebondissait, tu vois, il comprenait pas parce que j'essayais de le déstabiliser, tu vois. Je lui demandais, je vois que t'es organisateur de rêve party, du coup, t'es un dealer un peu, ça. Tu dealais quoi? Il disait, non, je dealer rien. Je dis, c'est bon, raconte-moi et tout. Je sais que t'as une petite tête de dealer, tout. Enfin, bon, bref, tu vois. Je racontais plein de conneries. Et j'ai fait une espèce de manipulation, parce qu'il y avait des filles, toi, qui s'occupaient des droits, elles avaient toutes des têtes de Mamie Nova. Et elle m'a dit, on a trouvé quelqu'un comme nous. Alors moi, je me disais, putain, ça va pas être moderne. Et du coup, elles étaient énervées parce qu'il y avait trop de boulot, elles craquaient. Elles sont devant moi. Elle me dit, je fais le numéro, là, c'est encore un téléphone fixe, je fais le numéro, puis ça répond pas. Je m'énerve. Je dis, bon, c'est quoi le numéro de l'autre, du jeune, là? Et en me disant, pourvu qu'il décroche, et il décroche. Et je lui dis, bon, bah voilà, on est jeudi, tu commences lundi, 7 ans. T'es OK? Il me dit, oui.
Bah voilà, je dis, il y a le jeune, il vient en lundi. Tiens, je vois leur tête se décomposer et tout. Et ça a été le début d'une très très belle histoire. On pourrait durer des heures comme ça. Je voudrais juste comme on parle de Christophe, j'aimerais qu'on parle de KCPK. C'était ça mon gros problème en te recevant toi, c'est déjà on se connaît pas bien et surtout on peut aller dans tous les sens parce qu'il y a 1000 choses à raconter, 1000 choses à faire. Je suis très content de tout ce que tu nous as raconté là et on voit vraiment l'âme et ce qui te motive et ce qui a construit tout ça et tout ce que tu as fait. Et ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous parles 5 minutes de KCPK. Je crois que vous sortez un nouveau truc. Alors, on pourra faire 10 épisodes, je veux dire, avec plaisir. Mais en fait, parce que j'ai eu Christophe qui m'a dit on prépare un truc pour septembre. Ouais, alors, il me l'a pas dit comme ça, mais non, voilà. Non, mais si, il y a 5-6 titres. Ah ouais, il m'avait dit on prépare un truc. Moi, si, carrément un EP, quoi. Il y a 5-6 titres. J'ai besoin de lui dans KCPK, même si c'est pas joué d'instrument. Ouais. Mais c'est un peu comme dans Massive Attack, sans lui, voilà. Mais l'histoire de KCPK, tu veux ça? Ouais, juste voilà. Non, mais en fait, on avait réussi, on organisait les soirées paniques à l'Élysée-Montmartre. Et l'Élysée-Montmartre nous obligeait à ouvrir à 11h. Et la première année, on bookait des DJ qui jouaient, on va dire, de 11h à 1h du matin, dans une salle qui fait 1700 personnes pour 200 personnes. Donc, inutile de dire que dans le ratio, on perdait d'argent. Et quand, en fin d'année, on avait un trou, je crois, de 12 000 €, si mes souvenirs sont bons, on s'est dit, moi, j'ai dit, on va le faire nous. J'ai dit, de toute façon, c'est pas pour les 200 qui viennent crevard au début, tu vois. Que ça va faire chier. Et que ça va faire chier si on a du mal à caler les vinyles. On va s'y coller. Et du coup, il fallait trouver un nom. Et en fait, les premiers concerts que j'ai vus, c'était organisé par KCP, qui était un producteur qui a fait les Stones, qui a aussi fait les Clash et tout ça. Je me rappelle sur mes billets de concert, tu vois, et j'ai rajouté le cas. D'accord. Donc voilà la jeunesse. On a encore plein de trucs à demander. C'est ça. Aussi, C'est-à-dire qu'on peut continuer des heures et des heures et des heures. Mais pourquoi tu continuerais? Tu disais j'ai envie de rester jeune, j'ai envie de ça. Qu'est-ce qui te ferait continuer? Je suis pas en quête de jeunesse. J'ai envie de rester étonné. Mais en fait, ça, j'ai eu la chance de vivre plein de rencontres ou de moments hors normes. Mais plein. Et du coup, projet plus, il y en a eu plein, tu vois. Enfin, l'histoire avec Bowie et d'imposer Romain Gavras, c'était. Et quand Florence dit mais je voudrais qu'il fasse ce morceau mais au clavecin, et puis j'ai Tony Visconti qui me demande parce que j'avais fait des maquettes. Et mon assistant d'époque me dit oui, il y a un mec qui s'appelle Anthony, un Anglais qui veut te parler. Je dis, ah bon, mais il veut quoi? Il veut te parler de la musique de Bowie. Ah, je dis, mais c'est Tony Visconti. Et il me dit comme ça, toi, l'arpège, tu le vois comment? Et je sais plus, je fais un truc un peu intello. Je dis, moi, je le verrais plutôt en mineur septième, toi, parce que si on fait trop mineur, ça va être trop nostalgique. Tandis qu'avec la petite note de septième sur le côté, tu vois, ça se redonne cette gaieté. Ça adoucit un peu la tristesse. Et il me dit, ah ouais, mais t'as raison. Ok, je vais faire ça. Et je les ai encore, les maquettes où on s'envoyait les trucs comme ça. Je dis, putain, je dis à Tony Visconti que mineur septième, c'est peut-être mieux que mineur tout court. Donc c'est ça qui te fait kiffer, c'est de continuer à vivre des moments comme ça, vivre des émotions, c'est ça. L'aventure. Ouais. En fait, ça, j'adore l'aventure. Eh ben écoute, un grand merci à toi Fabrice, c'était un très très bon moment et tu vois, on savait pas forcément où on allait aller, pour être très très honnête. On n'a pas du tout déroulé notre plan parce que c'était une conversation intéressante et c'est ça qui nous intéresse dans le Think of You, c'est d'aller là où les gens ont envie de nous emmener et honnêtement c'était un très très bon moment. Donc, un grand merci à toi. Voilà, je veux dire, après avec Christophe, ça a été une aventure incroyable. C'est un mec incroyable déjà. Voilà, donc il me manque beaucoup parce que c'était une personnalité hors norme. Et je vois le travail qu'il fait sur Publicis, c'est plutôt remarquable. Ouais. Toutes les gens avec qui il travaille sont très contents de son arrivée aussi. Et c'est ça il a amené un truc humain très fort aussi. C'est ça. Ouais. Et ce qu'on aime beaucoup, moi, ce que j'aime beaucoup avec Christophe, vraiment, il a ce côté, cette transmission. Il aime partager avec les gens, il aime apprendre aux gens, et ça, c'est génial. Il a formé tous les mecs de la synchro dans toutes les majors. Ouais. Il n'y a pas photo.